Europe 1. 7h, le journal est présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Chaque jour, on gagne donc quelques degrés. La France aura encore un peu plus chaud aujourd'hui. Un voyant rouge vif va s'allumer dans 4 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi midi. C'est la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire qui basculent en vigilance maximale. Mais pourquoi ce niveau d'alerte si élevé est-il déclenché, Louise Salé ? Alors c'est à cause de la température qui augmente, mais pas seulement. Ce passage à la couleur rouge dépend de dépassements de seuil fixés à la fois par Météo France et Santé publique France. Plusieurs indicateurs sont pris en compte, comme l'humidité, la durée de la vague de chaleur, la sécheresse, mais aussi l'état de santé de la population du département. C'est une appréciation très locale, donc à la fois sanitaire et météorologique. François Laurent est prévisionniste à Météo France. En fait, on a mesuré sur tous les départements l'impact sanitaire des différents niveaux de température sur les populations. Et c'est en fonction qu'on place un niveau de risque qui correspond à un indice qui est différent dans chaque département. Pour passer en rouge, il faut être non seulement des températures extrêmement élevées, en général proches des records, mais en plus, s'il y a un contexte sanitaire particulier, ça pourrait être un facteur aggravant qui, même avec des températures plus faibles, pourrait conduire à passer à un niveau de vigilance maximal. La vigilance peut déclencher des annulations d'événements festifs ou d'activités sportives décidées par la préfecture. Elle est enfin très rarement déclenchée. Ce sera seulement la 6e fois depuis 2002 que des départements seront placés en vigilance rouge aujourd'hui à midi. Louise Salé pour Europe 1. Vous l'avez compris, c'est notamment dans la vallée du Rhône que les organismes vont être mis à rude épreuve aujourd'hui. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Vous êtes à Lyon pour Europe 1. Vous avez dormi sur place cette nuit où le thermomètre n'est pas redescendu sous les 22 degrés. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés comprennent que la ville bascule dans le rouge aujourd'hui? Ce sera donc vers midi. Ah oui, et certains sont même étonnés qu'elle n'ait pas été déclenchée plus tôt. Cindy, par exemple, qui se dirige ce matin vers une salle de fitness. Il fait 24 degrés à l'heure où je vous parle, mais des gouttes de sueur perlent déjà sur son front. C'est pour ça aussi que je vais au sport à 6h30, pour qu'il fasse un peu plus frais. Parce que je devais y aller hier soir à 19h, mais il faisait encore 37 degrés. Donc j'ai annulé et là je me motive pour me lever plus tôt le matin. On s'adapte, c'est la nature qui décide. Après, je préfère du coup être sur site qu'en télétravail. Parce qu'en télétravail, dans les appartements, en tout cas sur Lyon, là, il fait très chaud. Nous au quotidien, j'ai ma bouteille d'eau là dans le sac, alors ça pèse, mais c'est important de s'hydrater, quoi. Tenue du jour, robe légère et claquettes au bureau, le moins de tissu possible, dit-elle. Elle ira se rafraîchir dans les petits lacs proches de la ville. La municipalité a entre autres publié une cartographie de 600 lieux frais où se réfugier. Exemple, des salles de mairie climatisées dans plusieurs arrondissements lyonnais. Merci beaucoup Caroline Baudry pour Europe 1. Et puis hier, c'est à souligner, le mercure s'est littéralement emballé dans plusieurs villes. Oui, à Puy-Saint-Martin, dans la Drôme par exemple, Météo France a relevé 42,5 degrés, c'est un record. Puis dans le Vaucluse, à La Pallo, on a flirté là pour le coup avec les 43 degrés. C'était également historique, baisse du mercure à partir de vendredi, pas avant. On vous rappelle aussi ce numéro vert canicule activé, le 0800 06 66 66. Ce service vise à offrir des conseils pratiques pour se protéger de la chaleur. Europe 1, 7h04. À Paris, cette polémique qui enfle depuis quelques jours dans la capitale. Depuis le 2 août, une centaine de migrants sans domicile se sont installés devant l'hôtel de ville. Oui, depuis 20 jours maintenant, des familles avec beaucoup de jeunes enfants attendent qu'une solution de logement leur soit proposée. Dans le quartier, les riverains passent eux devant tous les jours. Si l'immense majorité n'est pas dérangée par leur présence, beaucoup admettent, Antoine Bienvaux, que cette situation ne peut plus durer. Des matelas collés les uns aux autres et des déchets qui s'accumulent sur le parvis de l'hôtel de ville. Parmi ces migrants installés depuis le 2 août, une immense majorité de femmes et de très jeunes enfants qui ont pris l'habitude de se rafraîchir les pieds dans la fontaine de l'Esplanade. Une scène devenue quotidienne qui inquiète ce riverain, soucieux de l'image renvoyée auprès des touristes. Une famille de 4 personnes qui vient des États-Unis qui te paye un billet de 6 000 €. Ils vont visiter quoi? Ici, regarde le bordel. Je suis en train de préparer pour 2024, mais regarde les touristes qu'on va avoir. Juillet et août l'année prochaine, ça promet. Malgré l'aide des associations, beaucoup de migrants racontent avoir beaucoup de mal à se nourrir. Noël, qui tient une sandwicherie juste à côté, essaie de penser à eux à chaque fin de service. On va leur demander s'ils ont mangé. Leur dire, tenez, on va vous préparer quand même des sandwichs. On vous donne un peu à manger pour aujourd'hui. S'ils n'ont pas en tête les Jeux Olympiques, ces migrants n'ont en revanche qu'une envie, quitter la rue pour trouver un logement. Ils assurent qu'aucune solution ne leur a été proposée jusqu'ici. Sophie, qui habite à 2 pas, constate leur désarroi tous les jours. Ils sont mal accueillis, ils sont dans la rue. La mairie devrait vraiment faire quelque chose pour les loger quelque part. Selon les informations d'Europe 1, la préfecture devrait mettre à l'abri ces migrants d'ici la fin de semaine.
Voilà, reportage signé Antoine Bienvaux pour Europe 1. La politique et cette ambiance de plus en plus pesante chez Europe Écologie Les Verts. Le parti se divise clairement autour de la venue du rappeur Medine dans 2 jours au Havre lors des journées d'été. Hier, le maire écologiste de Strasbourg, mais aussi de Bordeaux, ont annoncé qu'il n'y participerait pas. Medine, qui est accusé de racisme et d'antisémitisme. Sur le front des incendies à l'étranger maintenant, il y a peut-être de l'espoir en vue en Espagne, à Tenerife. Oui, alors que 6% de l'île a brûlé, les autorités espèrent une stabilisation dans les prochains jours. Au Canada, dans l'ouest canadien, la crise, elle se poursuit. Les 150 000 habitants de la ville de West Kelowna fuient les flammes, provoquant des embouteillages immenses. Retour en France, et c'est une première alors qu'il avait une durée de vie limitée théoriquement de 40 ans. Le réacteur numéro 1 de Tricastin dans la Drôme va pouvoir fonctionner 10 ans de plus. Il s'agit d'un réacteur de 900 MW mis en service en 1980. Le gendarme du nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire, a donné son feu vert à EDF début août pour cette prolongation qui ouvre la voie, Margot Faudéré, à de nombreux autres. Oui, et pour fonctionner plus longtemps, le réacteur numéro 1 de Tricastin a fait l'objet d'un examen en 2019, examen obligatoire tous les 10 ans, mais aussi de plusieurs travaux d'amélioration. Des moteurs diesel ultime secours ont par exemple été ajoutés en cas de panne d'alimentation. Le tout avec un souci d'amélioration continue de la sûreté nucléaire, rappelle EDF. Noël Camarca est le professeur principal de la chaire Nouveau Nucléaire France à l'École des Mines de Paris. La logique de l'autorité de sûreté à laquelle EDF adhère tout à fait, c'est se rapprocher autant que faire se peut du niveau de sûreté des réacteurs modernes, des réacteurs EPR et EPR2. Cet allongement est une bonne nouvelle pour la France et sa capacité à tenir ses objectifs climatiques, aujourd'hui intimement liés à la production d'électricité nucléaire, et pour le porte-monnaie des consommateurs, selon Emmanuel Galichet, enseignante-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers. Si vous pouvez continuer à produire de l'électricité avec une centrale qui est déjà amortie au niveau de sa construction, vous voyez que finalement, votre prix du kilowattheure, il va rester très stable. Après Tricastin 1, d'autres réacteurs de 900 MW pourraient bientôt obtenir la même autorisation. 11 ont déjà terminé la visite décennale nécessaire pour envisager toute prolongation. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Europe 1, 7h08, la suite de votre journal Alexis de la Fléchière, Lionel Gougelot. Allez, on ouvre la page des sports avec cette nomination surprise quand même. Oui, mais ça y est, on connaît le sélectionneur de l'équipe de France de football espoir qui jouera les JO de Paris l'année prochaine. Il s'agit, Lucas Courtin, d'un nom bien connu des Français, celui de Thierry Henry. Oui, et comment refuser un nom aussi prestigieux que celui de Thierry Henry ? 123 sélections et 51 buts avec l'équipe de France. La décision était presque évidente pour le COMEX. C'est en tout cas ce que nous raconte l'un de ses membres, Éric Borghini, présent lors du vote hier. Thierry Henry a été choisi par le COMEX à l'unanimité. C'était une évidence, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble de mes collègues. Et c'est vrai que Thierry Henry présente toutes les qualités pour prendre la tête de cette équipe de France espoir. Un vote unanime donc pour l'ancien buteur des Bleus qui se lance dans un tout nouveau challenge après son échec sur le banc de Monaco en 2018. Malgré ça, Henry a su convaincre le comité exécutif de la Triple F puisqu'il a signé un contrat jusqu'à l'Euro de 2025. Mais pour Éric Borghini, l'objectif principal reste les Jeux Olympiques de Paris. Bien entendu, les Jeux Olympiques de l'année prochaine sont capitaux pour la France. Oui, il faudrait vraiment que notre équipe de France Espoir fasse un magnifique parcours et, si possible, remporte les Jeux Olympiques. Faire briller la France au JO, voilà la première mission de Thierry Henry à la tête des Bleuets. Et pour ça, il devrait pouvoir compter sur un atout majeur, Kylian Mbappé. En attendant, sa première sur le banc avec les Espoirs est prévue le 7 septembre prochain en amical face au Danemark. Lucas Courtin pour Europe 1. Enfin, les mondiaux d'athlétisme. 2 Français ont participé hier à la finale du 110 mètres haies. Que retenir de cette finale ? Jean-Claude Perrin. Écoutez, on a déjà la satisfaction d'avoir eu 2 athlètes en finale. 2 athlètes en finale, c'était 2 athlètes parmi les 8 meilleurs du monde. Ils ont été très bons, ils terminent 6e et 8e. C'est Sacha Zoa et puis Benjamin... le nom nous a échappé, Jean-Claude. Peu importe. Alors, on continue. Bellocian. Ouais, c'est ça. Et ma foi, la chose la plus importante, c'est il nous reste 300 séances avant la finale des Jeux Olympiques à Paris. Ouais. Est-ce qu'on est capable, en si peu de temps, de gagner les secondes qui nous séparent, les dixièmes, les millièmes, pour aller sur le podium ? Mais bien sûr, on a 2 bons entraîneurs qui sont à la base de la préparation de ces garçons. On a Teddy Tango et puis Ladji Doucouré, donc on doit y arriver. Mais le problème, c'est
comment gagner quelques dixièmes, quelques centièmes, quelques centimètres pour accéder à la finale. Et c'est entre les mains des athlètes, c'est eux qui sentent la course et de leur entraîneur qui manage tout ça. Le grand problème, la grande satisfaction, la grande conclusion pour eux, elle est là. Est-ce que je vais pouvoir gagner quelques mètres pour être en finale ou sur le podium l'année prochaine aux Jeux Olympiques? Merci Jean-Claude Perrin, ancien coach d'athlétisme et consultant d'Europe 1. Merci Alexis de la Fléchère.